Et salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à toutes. On a un retour. Pourquoi est-ce qu'on a un retour? On va essayer de... Ah, voilà, ça y est. Hop, le retour est coupé. Il fallait bien qu'il y ait un petit souci technique. Euh, donc bienvenue pour ce nouvel épisode d'Astronomer at Home. Voilà, aujourd'hui encore, j'ai le grand plaisir d'inviter chez vous, en fait, un astronome, un astrophysicien. Aujourd'hui, c'est Eric Lagadec, qui est astrophysicien au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Bonjour Eric. Bonjour et bonjour tout le monde. Justement, bonjour tout le monde, effectivement. Salut Max Astro, salut Yo, salut Boubastro, Generali, Altasio. Polo et Poupoule qui vient d'arriver effectivement, que des fidèles, ça fait toujours plaisir de vous revoir à chaque fois. Salut le Wok aussi. Et Pimous, voilà, tout le monde est en train de nous rejoindre. Je pense que dans les 5 minutes, là, on va avoir tout le monde. Installez-vous près du feu et puis on va discuter durant une heure avec Eric. Alors, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui, Eric, parce que on va parler de beaucoup de choses. Je pense même qu'on peut d'ores et déjà annoncer qu'il est possible qu'on déborde un tout petit peu de l'heure officielle qu'on se donne à chaque fois. Mais ça, de toute façon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Parce qu'on a énormément de choses à raconter. Alors du coup, on va pas trop perdre de temps et puis on va démarrer tout de suite. Juste terminer en disant bonjour à Marie, Cygnus, Altasio, Images Numériques, Clepsydrae et Méliluge qui sont là. Voilà. Alors Eric, comme je sais que tu as quantité de choses à nous raconter, je vais carrément te laisser te présenter toi-même. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui et puis peut-être quel est ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé là? Parfois on a des jeunes qui nous demandent comment est-ce qu'on devient astrophysicien. Donc ton parcours à toi, ça a été quoi pour arriver ici? C'est une très bonne question. Comme mon nom peut l'indiquer, je pense que tu dois le savoir que j'ai un nom à consonance bretonne, donc Oui. j'ai commencé en Bretagne. Donc D'accord. en fait, je suis né dans un petit village dans le Finistère et du coup, je suis allé comme tout le monde au collège puis au lycée. Puis donc après le lycée, j'aimais bien les sciences, donc je me suis retrouvé à l'université de sciences à Brest, Mhm. un endroit où il n'y avait pas d'astro, parce que comme vous pouvez l'imaginer, en Bretagne, l'astronomie, c'est pas un truc très développé. Je sais pas pourquoi. Il paraît que c'est lié au climat. Je suis. Alors, par, enfin, à contrario, j'ai entendu dire que lorsqu'il fait beau, en termes de stabilité de l'atmosphère, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller pour voir vraiment un ciel cristallin. C'est clair. Moi, j'ai grandi dans un endroit qui s'appelle les Monts d'Arrée. C'est le massif armoricain au centre Finistère. Mhm. Quand il n'y a pas de nuages, le ciel est incroyable. On peut voir les voies lactées. Là, j'habite dans les Alpes-Maritimes. Bon, on peut en voir en montant, parce qu'il y a quand même les montagnes ici, donc on peut s'éloigner de la ville, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir en Bretagne. Donc voilà, j'ai fait des études qui n'existent plus maintenant parce que je commençais à être vieux. Donc j'ai commencé par un DUG de maths. Après, j'ai fait une licence de physique. Donc un DUG, c'est 2 années après le bac. Après, j'ai fait donc une licence de physique, puis une maîtrise de physique. Et là, j'ai eu un cours, je me rappelle, un prof de physique anglais qui était un petit peu fou, qui m'avait fait un cours en expliquant qu'en étudiant la physique nucléaire, on pouvait remonter jusqu'au Big Bang et comprendre l'univers. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et ce jour-là, j'ai décidé de lire tout ce que je pouvais sur l'astronomie. Et j'ai passé un été entier à lire des bouquins, parce que tout ce qui me passait sous la main, notamment le premier, c'était Poussière d'étoiles d'Hubert Évidemment. évidemment. Que on continue à conseiller à tout le monde, hein, on est d'accord. Évidemment. Et du coup, après, j'ai candidaté pour faire à ce qu'on appelait à l'époque des DEA, donc c'était des Master 2 en astro. Et il se trouve que le premier à m'avoir répondu, c'était Nice. Je me suis retrouvé à Nice. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait du coup une thèse sur l'étude de la poussière d'étoiles. Ce sujet s'est proposé. C'était quelque chose qui m'avait plu dès le départ. Je me suis retrouvé à étudier la poussière d'étoiles donc à Nice pendant ma thèse avec Jamal Mekardia, un chercheur algérien, et José Pacheco, un chercheur brésilien. Quelque chose d'assez international dès le départ. Ouais. Puis après cette thèse, en fait, je me suis retrouvé pendant 4 ans. Comme Nice c'était trop beau et je suis un peu trop éloigné de la Bretagne niveau climatique, je suis parti à Manchester en Angleterre pendant 4 ans. Ça s'est pas mal rapproché du climat breton. Pour te réhydrater. Et, et voilà, pour me réhydrater à Manchester, il y avait autre chose que l'eau. D'accord.
Et après ces 4 ans de postdoc, en fait, comme je sais pas si les gens ici savent, mais c'est très compliqué d'avoir des postes de chercheurs. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée à tous mes amis qui candidatent en ce moment pour avoir des Oui, postes, parce que c'est en général, tous les ans en France, il y a une dizaine de postes et des centaines de personnes qui candidatent. courage. Donc voilà, bon courage. Et du coup, j'ai continué, je suis parti, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un fellowship, c'était un contrat de 3 ans à l'Observatoire européen austral. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle aussi l'ESO. Donc l'ESO qui gère les plus grands télescopes du monde au Chili, et ils gèrent ça depuis Munich. Donc je suis parti m'hydrater cette fois-ci à Munich, Mhm. et donc où j'ai passé 3 ans. Et après ces 3 ans à Munich, j'ai encore eu la chance d'aller travailler à l'université prestigieuse de Cornell aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le laboratoire où travaillait Carl Sagan, notamment l'un des plus grands vulgarisateurs d'astronomie. Et un endroit assez impressionnant où j'ai pu travailler sur une mission spatiale, c'était le télescope spatial Spitzer. Et donc ça, c'était jusqu'en 2013. Et en 2013, j'ai eu un poste à Nice. Et voilà, depuis 2013, je suis chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur. D'accord. Donc sur un poste fixe cette fois-ci. Exactement. Et du coup, alors, tu t'occupes de quoi? Ta recherche actuellement, est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure de toutes ces pérégrinations ou est-ce que tu es resté globalement dans le même domaine? Oui et non, mais disons que depuis le début, j'étudie comment se forme la poussière autour des étoiles, la mort des étoiles. Mais il se trouve qu'au gré des postdocs, ben, j'ai pu acquérir des expertises différentes. Donc, quand je suis parti à Manchester, là, j'ai commencé à travailler sur cette mission spatiale qui venait de commencer, la mission Spitzer. J'ai travaillé avec beaucoup d'Américains qui étaient impliqués dans cette mission, donc j'ai appris beaucoup de choses sur la poussière dans différentes galaxies. Après, quand je suis parti à l'ESO, j'ai travaillé sur le VLT. Donc là, j'ai été pendant 3 ans en partie responsable de la réduction des données avec un instrument qui s'appelait VISIR. C'est un instrument dans l'infrarouge thermique. Donc l'infrarouge thermique, ça permet d'observer la poussière qui émet dans ces longueurs d'onde-là et de caractériser la poussière autour des étoiles. Et là, c'était avec le VLT. Donc on a un télescope plus grand. Comme vous le savez, plus le télescope est grand, plus on a une bonne résolution angulaire Mhm. qui nous permet de voir des détails fins. Donc là, j'ai pu observer des objets plus proches et vraiment comprendre comment se formait cette poussière. Et ensuite, donc, je suis parti, j'ai fini le dernier postdoc donc à Cornell, c'était pour finaliser mes travaux sur la mission Spitzer qui se terminait, donc la mission du télescope spatial infrarouge. Et j'ai été recruté à Nice sur un poste d'astronome adjoint. Donc, quand on est astronome, c'est rigolo, c'est plusieurs métiers en un. C'est-à-dire on a un métier. Souvent, les gens savent ce que c'est d'être chercheur CNRS ou maître de conf ou prof. Donc, chercheur CNRS, on fait que de la recherche, et maître de conf ou prof, on fait moitié du temps enseignement, moitié du temps recherche. Donc, quand on est astronome, on passe un petit peu de temps à faire de la recherche, un petit peu de temps à faire un service à la communauté et un petit peu de temps à enseigner aussi. C'est ce qui fait qu'on a plusieurs métiers, c'est assez sympa, c'est jamais pareil. D'accord. Et là, j'ai été recruté en grande partie pour travailler. Donc, mon service à la communauté, il y a un nouvel instrument qui vient d'être installé au VLT qui s'appelle SPHERE, qui permet de faire des observations à très haute résolution angulaire. C'est un instrument d'optique adaptative, donc qui corrige l'effet de l'atmosphère. Ça permet de faire le but de SPHERE, c'est de faire des images d'exoplanètes, des images directes. Alors, une exoplanète, c'est quoi? C'est une planète qui tourne autour d'une étoile. Et si on veut en faire une image, c'est très compliqué. Imaginez, c'est que si vous voulez voir un ver luisant sur un phare, ce ver luisant, il est un million de fois plus faible au niveau brillance que le phare. C'est exactement la même chose pour la planète. Et en plus, la planète se trouve très près de son étoile. Mhm. Donc, il faut réussir à la fois à couper la lumière de l'étoile pour réussir à voir la planète, et aussi à les séparer. Pour ça, il faut corriger l'effet d'atmosphère. Et c'est ce que fait SPHERE avec son système d'optique adaptative extrême. J'aime bien prendre l'exemple que c'est l'équivalent d'imager un phare, un ver luisant sur un phare à New York, non, à Brest, depuis New York. C'est C'est l'image qui se trouve ici, hein, c'est ça? c'est Sur ça, le... c'est SPHERE. Juste pour vous donner une idée, là, ce qu'on voit, c'est le VLT. Il y a une échelle, il y a un des ingénieurs chiliens qui est à côté de l'instrument. Donc, en gros, c'est une grosse caméra. Et le petit truc que vous voyez à côté, c'est un télescope qui fait 8 mètres de diamètre. Le petit Pour les truc à gens qui ont gauche. jamais à gauche, en fait, on voit un petit bout du télescope. Donc, D'accord. c'est accroché sur le côté, ce qu'on appelle le foyer Nasmyth du télescope. Et donc, sur chaque télescope du VLT, en général, il y a 3 instruments. Et cet instrument, c'est une machine qui a mis plus de 10 ans à être construite. En fait, c'est 3 instruments en un. Donc, il y a tout ça pour détecter notamment des exoplanètes. Et c'est une machine à faire de la science. La semaine dernière, on a sorti un communiqué de presse pour fêter le consortium qui a construit cet instrument. C'est un consortium européen. On a eu, en contrepartie de la construction, on a eu 250 nuits d'observation avec le VLT. Donc, les 5 dernières années, je me suis pas mal occupé à réduire des données au VLT. Et là, on vient de fêter le 100e papier la semaine dernière, le 100e papier du consortium.
L'instrument lui-même a fait plus de 200 papiers scientifiques, mais c'est vraiment une machine à faire de la science. Et j'ai eu la chance d'être nommé responsable de. En fait, il y avait 3 programmes d'observation pour 4 programmes d'observation pardon pour le temps garanti. Donc il y en avait un, c'était pour détecter des exoplanètes, c'est la chose pour laquelle l'instrument a été construit. Un autre pour détecter des disques autour des étoiles en formation et comprendre la formation des exoplanètes. Et Mhm. c'est quelque chose. En fait, vous avez peut-être vu des images. La plupart des images de disques qu'on voit autour de planètes en formation, ce sont des images obtenues par cet instrument qui a vraiment révolutionné notre vision des disques. Et il y a un autre programme qui était dirigé par quelqu'un à Zurich qui essayait de voir des planètes par lumière réfléchie. C'est-à-dire que la plupart du temps, on essaie de voir de l'image directe de la planète. Et Ouais. si on regarde la polarisation, c'est quelque chose que vous faites si vous avez des lunettes polarisées, vous regardez, vous allez à la neige, vous allez au ski, vous allez au bord de la mer avec des lunettes polarisées, vous allez pouvoir supprimer la lumière qui est due à ce qui est réfléchi. Parce que la lumière qui est réfléchie est polarisée. Un sphère, il va profiter de ça en disant si on observe une étoile enfin une planète qui réfléchit la lumière de son étoile, la lumière de l'étoile ne va pas être polarisée, mais la lumière de la planète va l'être. Et ça nous permettra de voir cette planète. Et c'est quelque chose qui serait très important, qui nous permettrait peut-être de faire des images directes de planètes autour des étoiles les plus proches, comme Proxima ou Alpha du Centaure. Et peut-être de pouvoir avoir enfin des images de nos voisines les plus proches du Soleil. Donc ça, c'était un autre programme. Et moi, j'étais responsable de tout le reste. C'est-à-dire qu'en gros, on m'a donné cet instrument en disant, voilà, il y a ces 3 programmes, toi, tu as l'autre, tu peux essayer de montrer tout ce qu'on peut faire avec cet instrument. Et l'idée, c'est de rendre cet instrument intéressant pour la communauté, d'avoir le plus de résultats possible. Et je me suis vraiment amusé pendant 4 ans à faire plein de sciences différentes, allant d'observer des étoiles, des amas, des AGN, des noyaux actifs de galaxies, des astéroïdes. C'était vraiment passionnant. D'accord. Alors, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser à Eric sur son sujet de travail ou de recherche. J'ai envie de rebondir à ce que dit Boubastro sur ne mettez pas de lunettes de soleil pour regarder dans votre télescope, ça marche pas. C'est un très bon point. Parce qu'en fait, la première observation que j'ai fait avec Sphère, c'était Bételgeuse. Mhm. Donc c'était une suggestion de Pierre Kervella et de Miguel Montargès, que vous connaissez peut-être, en disant si on observe cet instrument qui fait les images les plus nettes jamais obtenues, peut-être qu'on pourra voir pour la première fois la surface d'une étoile. Donc c'est intéressant quand on a un grand télescope, on a un plus grand diamètre, donc on a une meilleure résolution angulaire, ça permet de voir de plus de détails. Mais si on a un plus grand télescope, on a aussi quelque chose qui permet de recevoir plus de lumière. C'est comme si vous avez un seau, mais un seau à lumière. Donc si vous avez un seau plus grand, vous doublez le diamètre du seau, vous recevez 4 fois plus de lumière. Donc il faut savoir que les grands télescopes comme le VLT ne sont pas vraiment conçus pour observer des trucs hyper brillants. Donc je me rappelle ce soir-là, c'était rigolo. Pierre, à l'époque, Pierre Kervella se trouvait au Chili. On avait préparé les observations et des gens à Paranal, justement, ils avaient très peur qu'on grille le VLT. Je voulais pas être connu pour le mec qui a brûlé le VLT, parce que si on reçoit trop de photos, ça brûle. Certes. Et du coup, on n'a pas mis de lunettes de soleil, mais on a mis des filtres qui permettent d'atténuer la lumière du télescope. Mais vraiment, on peut mettre ce qu'on appelle des densités neutres qui bloquent la lumière et qui permettent de ne pas griller tout l'optique, enfin tout l'électronique de l'instrument. Mhm. Et ce soir-là, donc j'étais avec Pierre, on discutait sur Skype à l'époque. Lui, il regardait Betelgeuse depuis le Chili, moi depuis l'Europe, donc on ne la voyait pas dans le même sens, lui il la voyait à l'envers par rapport à moi. Et on était en train de discuter en disant c'est rigolo, dans quelques minutes, il y a le plus grand télescope du monde qui va pointer vers cette étoile. Et là, je l'avais prévenu les observateurs que s'ils avaient un problème de m'appeler, il était 3h du matin. Et là, ils m'appellent, ils font Eric, on a un problème, on n'a pas assez de photons, on ne reçoit pas de lumière de Betelgeuse. Je fais attendez, moi plus on a un œil grand, plus on reçoit de la lumière. Vous avez un œil de 8 mètres. Moi, j'ai un œil pas très grand. Ok, l'Agadec en breton, ça veut dire grand œil, mais il fait quand même pas 8 mètres. Donc, il y a un problème. Enlevez, pas vos lunettes de soleil, mais enlevez toutes les densités neutres et on devrait pouvoir voir Betelgeuse. Et là, j'ai entendu quelqu'un à côté dire mais c'est qui le con qui observe Betelgeuse avec le VLT? Ah, salut Eric. C'est moi. Et juste quelques secondes après, les gens font waouh. D'un seul coup, on voyait l'image pour la première fois. Et des êtres humains ont vu directement la surface d'une étoile. Et c'était vraiment impressionnant de voir la réaction des gens et de nous aussi, de se dire on a résolu Betelgeuse. Et il y aura des conséquences dans les années à venir qu'on n'avait pas prévues. Ouais, c'est assez dingue. Juste avant de revenir sur Betelgeuse, parce qu'effectivement on va y revenir, je vois que dans le chat, dès que tu as parlé de Betelgeuse, il y a un frisson qui a parcouru une partie de l'assistance. Juste Tienou qui nous disait interrupteur du phare, ça se trouve. Par contre, l'interrupteur d'une étoile, c'est plus compliqué. Comment on éteint une étoile?
C'est une bonne question. Soit on crie fort, on attend que quelqu'un le fasse, mais ça marche pas. Non, Mais c'est trop. on peut s'y attendre qu'elle explose, mais en général, c'est pas très bon pour les planètes autour. Ouais. Mais sinon, il y a quelque chose qui s'appelle la coronographie, quelque chose que vous faites régulièrement. Si vous regardez le soleil, que vous êtes ébloui, vous mettez une visière, vous mettez votre main. Si vous êtes vous voulez regarder quelque chose près d'un lampadaire, vous masquez la lumière. Ben, ce qu'on fait avec un télescope, on va pas mettre la main devant, mais on met ce qu'on appelle un coronographe. Le coronographe, c'est quelque chose qui a été inventé au pic du Midi par un astronome qui s'appelle Bernard Lyot, qui en gros voulait étudier ce qu'il y avait autour du Soleil. Et du coup, il a installé une sorte de masque rond comme ça qui masquait la surface du Soleil et qui a permis de mettre en évidence la couronne solaire. C'est pour ça que ça s'appelle le coronographe. Et donc, cet instrument sphère a des coronographes qui permettent de masquer les étoiles et de mieux voir les planètes. D'accord. Donc en fait, on cache, hein, c'est ça, on cache la lumière de l'étoile et, Voilà. et on essaye de voir si on peut trouver, si on peut voir la faible luminosité de la planète qui se trouve juste à côté, c'est ça? Exactement. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est utiliser plein de techniques différentes pour gagner en contraste. Donc, ça peut être utiliser la lumière polarisée qui va être plus forte pour la planète que pour l'étoile, utiliser des techniques de traitement d'image qui permettent de supprimer l'étoile en faisant plein de. Par exemple, si la planète tourne autour de l'étoile et qu'on fait plein d'observations, on sait que l'étoile ne va pas changer, mais la planète devrait bouger. On peut mesurer ça. Donc, il y a plein de techniques de post-traitement qu'on appelle qui permettent de gagner en contraste. Mais la technique principale, c'est vraiment ce coronographe qui permet de couper la lumière de l'étoile. De couper la lumière d'étoile. D'accord, ok. Alors justement, on avait une question donc de Polo. Là, je reviens sur Betelgeuse, hein. Si tu veux, on va parler un petit peu de Betelgeuse, parce qu'il y a eu, on va peut-être même parler de son actualité brûlante il y a un an. Polo qui nous demande, est-ce que ça, du coup, tu disais que vous aviez enfin réussi à voir la surface de Betelgeuse, et Polo demande, est-ce que sa surface est similaire à celle du Soleil? Ah, c'est une très bonne question. En fait, il se trouve qu'on avait une bonne idée à quoi allait ressembler la surface de Betelgeuse. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui ont été faits notamment par un collègue à Nice qui s'appelle Andrea Chiavassa. En fait, si vous regardez la surface du Soleil, vous avez ce qu'on appelle des bulles de convection. C'est quelque chose qui est très connu en général pour les étudiants quand on fait chauffer de l'eau pour les pâtes. La convection, c'est les bulles qui montent et qui redescendent. Bah, le Soleil, c'est plein de petites bulles de convection comme ça qu'on voit à la surface. J'imagine que vous avez tous déjà vu des images de la surface du Soleil. Mais pour Betelgeuse, comme elle est beaucoup plus grande, la gravité de surface, donc la force gravitationnelle à la surface de cette étoile, qui est quand même 1000 fois plus grande que le Soleil, elle est beaucoup plus faible, ce qui fait que les cellules de convection sont beaucoup plus grandes. Il y en a quelques cellules de convection peuvent recouvrir la surface de Betelgeuse. Mais la surprise qu'on a eue en observant la surface de Betelgeuse, c'était en 2014 ou 2015, je ne me rappelle plus. C'était on s'attendait. Ouais, ça c'est des simulations obtenues par. Ça c'est une simulation de Bernd Freytag qui est en Suède à Uppsala. Mais la surprise qu'on a eue, on s'attendait à voir ça. Bien sûr, on n'a pas la résolution pour voir les cellules de convection. Ça c'est quelque chose qui a été fait avant, mais en interférométrie avec les travaux de Miguel Montargès notamment. Et du coup, nous, ce qu'on a vu, c'est que la surface n'était pas sphérique. Donc, on voyait une photosphère, donc le gaz et la poussière autour, enfin le gaz d'abord, qui avait une éjection, qui semblait montrer qu'il n'était pas sphérique. Et les données en polarisation nous ont permis de mettre en évidence aussi une coquille de poussière avec différents grumeaux un peu plus loin, à environ 2 fois le rayon de l'étoile. Donc c'était vraiment une belle surprise de voir que cette poussière était là. Et c'est quelque chose d'important parce qu'on sait que ces étoiles, elles expulsent de la matière. Et c'est important d'essayer de comprendre les mécanismes d'expulsion de cette matière parce que les modèles physiques des étoiles n'arrivent pas à expliquer ça. Et donc il semble que cette poussière a un rôle important. J'ai une image de Herschel, des larges coquilles de Betelgeuse. Je peux les mettre? Exactement, c'est une image de Lynn Dessine qui a été obtenue quelques années avant, qui elle Allez, est. hop. Enfin, je la vois pas, mais j'imagine que je pourrais la décrire sans la voir. Si, si, elle Voilà, va arriver, voilà, tu devrais la voir. c'est une image que j'ai. La première fois que je l'ai vue, c'était Lynn justement qui est l'auteur de cette image, qui était venu à Manchester travailler avec moi et la personne avec qui je faisais mon postdoc. Et nous demandait qu'est-ce qu'on voit là en fait. Et sur le coup, quand j'ai vu ce truc-là, je me disais, donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, Alors, qu'est-ce qu'on voit? il y a un truc assez simple. Bon, il y a un rond au milieu. Ça, c'est Betelgeuse. Ce qu'il faut voir, c'est que Herschel, c'est un observatoire un observatoire spatial qui observait à grande longueur d'onde dans l'infrarouge, qui permet donc de voir la poussière froide. Donc, avec Sphère, on voyait vraiment tout près d'étoiles, là où la poussière est chaude.
avec Herschel, on voit beaucoup plus loin. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que l'étoile qui est au centre, elle a expulsé de la poussière. Et cette poussière va interagir avec le milieu interstellaire. Et il se trouve que l'étoile, si on l'approche, je ne peux pas dessiner là, mais en gros, elle bouge de droite à gauche. Et comme elle bouge de droite à gauche, elle crée cet arc qu'on voit là. C'est comme si vous prenez un bateau qui se déplace dans l'eau, il va créer une traînée derrière. Là, ce qu'on voit, c'est l'interaction de la poussière de Bételgeuse avec le milieu interstellaire qui crée cet arc. Et un petit peu plus loin, l'arc qui est vertical quasiment. Ça, c'est un bout du milieu interstellaire. En fait, il faut savoir que Bételgeuse se trouve dans une région assez complexe. D'ailleurs, vous pourrez le voir ce soir, si vous regardez vers le sud, vous verrez Orion. C'est un endroit où il y a beaucoup de gaz et de poussière. Et là, c'est un petit bras du milieu interstellaire qui est pas du tout quelque chose d'uniforme. Et cette image, j'ai trouvé ça hallucinant la première fois que je l'ai vue. Et maintenant, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut voir, en combinant différentes observations, on peut voir l'éjection de poussière par Bételgeuse depuis sa formation jusqu'à son injection dans le milieu interstellaire. Et c'est quelque chose que j'aime bien dire quand les gens me disent « Est-ce que c'est pas triste si tu dis la mort des étoiles ?» Non, en fait, j'étudie la vie des galaxies. C'est grâce à cette injection de poussière dans le milieu interstellaire que notre galaxie vit et qu'elle va pouvoir créer des nouvelles étoiles et que peut-être autour de ces étoiles, il y aura des planètes. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que des étoiles comme Bételgeuse, des étoiles moins massives comme le Soleil sont mortes et injecté de la poussière et du gaz dans le milieu interstellaire. C'est pour ça que Hubert Reeves, en citant Carl Sagan, disait « Nous sommes des poussières d'étoiles » et là, on le voit en direct. D'accord. Les arcs que l'on voit, l'arc qui est autour là, est-ce qu'on peut appeler ça des ondes de choc? C'est une onde de choc, ouais, c'est ça. C'est un choc dû En- au mouvement de l'étoile par rapport au milieu interstellaire. D'accord. Donc, pour les spécialistes, c'est qu'en gros, il y a des milieux avec différentes densités et que les différences de vitesse créent un choc. D'accord, ok. Alors du coup on a pas mal de questions hein, d'un petit peu tout le monde. Je te les fais remonter. Poupoule qui nous dit que oui, qui nous dit que sur Twitter il y a un compte automatique qui donne chaque jour un bilan de sa luminosité. Voilà. C'est assez rigolo, je l'ai suivi pas mal, surtout Alors, l'hiver dernier quand Betelgeuse avait perdu luminosité. C'est un compte assez rigolo sur Twitter d'ailleurs. tout à fait. Donc du coup, je suis allé, pendant que tu discutais, là, je suis allé chercher. Donc ça, c'est un point de la luminosité récente de Betelgeuse. Et du coup, on voit que c'est assez constant dans le temps, en fait. Ouais, il y a des petites variations. Il y a des petites variations, ça reste voilà. Par contre, si on va un petit peu à gauche en dehors du graphe, et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé plutôt il y a un an, là on obtient des trucs assez intéressants et en fait une chute assez spectaculaire de la luminosité de Bételgeuse. Et du coup, c'est à ce moment-là, on est d'accord, tout le monde se rappelle que on s'est tous demandé, enfin on a tous lu que tout le monde se posait des questions, que Bételgeuse allait exploser, qu'il se passait quelque chose. Donc c'est cette chute brutale et très importante de sa luminosité qui a excité un petit peu les neurones de tout le monde à cette époque. Et toi, tu étais sur Ouais. le coup. Oui, c'est marrant, du coup, on a beaucoup lu que Betelgeuse allait exploser en supernova. D'ailleurs, j'ai été interviewé par l'AFP, on m'a demandé est-ce qu'elle va exploser en supernova, j'ai dit non. Et en fait, la plupart des articles ont quand même titré Betelgeuse risque d'exploser en supernova. L'article de l'AFP était bien écrit, mais souvent les rédactions changent les titres par rapport au communiqué de presse. Donc le titre c'était Betelgeuse va exploser, dans le texte je disais qu'elle va pas exploser. Donc, je me rappelle, il y avait une du Parisien qui disait l'astrophysicien Éric Lagadec est formel, Betelgeuse ne va pas exploser. Là, je me suis dit, si elle explose demain, j'aurai l'air con. Mais Avec peu de chance. voilà, il y avait peu de chance. C'est-à-dire que Betelgeuse, c'est une étoile massive, donc on sait qu'elle va exploser, mais ça pourrait arriver dans 10, dans 100 000 ans. Et en fait, c'est quelque chose qu'aime bien rappeler Pierre Carvela aussi, c'est que en fait, l'explosion d'une étoile comme Betelgeuse, ça va être dû à ce qui se passe dans son cœur. C'est-à-dire qu'une étoile, c'est un combat permanent entre deux forces. D'un côté, la gravité qui est due à la masse de l'étoile qui fait qu'elle pousse vers son centre. Donc toute la masse, c'est comme ça qu'elle se forme, à cause de la gravité, toute la matière va se concentrer vers le centre de l'étoile. Et elle va tellement se concentrer que les atomes de l'étoile vont fusionner. C'est ce qu'on appelle de la fusion nucléaire. Et cette fusion va créer une pression qui va compenser. Donc en gros, d'un côté, il y aura la pression nucléaire qui va pousser
vers le haut et la gravité qui va pousser vers le bas. Donc, au fur et à mesure, l'étoile, donc là, le Soleil, ce qu'il fait par exemple, il transforme de l'hydrogène en hélium. Quand il aura transformé tout son hydrogène en hélium, il n'y aura plus de réaction nucléaire, donc l'étoile va se contracter, parce que c'est toujours le combat entre ces deux forces. Donc là, quand il n'y a plus rien, plus de réaction nucléaire, c'est la gravité qui gagne. Et petit à petit, l'étoile va se réchauffer, former des atomes de plus en plus complexes. Et dans le cadre de Betelgeuse, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on va arriver au fer, et là, le fer, on ne peut pas le fusionner, parce que ça demanderait plus d'énergie que ça en rapporte. Donc l'étoile va s'effondrer sur elle-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe au centre de l'étoile. Et l'information, pour aller du centre de l'étoile à la surface, la lumière, elle met plusieurs milliers d'années à arriver. Donc s'il y a quelque chose, si l'explosion, elle va durer une fraction de seconde, alors que ce qu'on voit à la surface, ça s'est déjà passé il y a plusieurs milliers d'années. Donc des variations à la surface de Betelgeuse n'ont rien à voir, ne peuvent pas indiquer que ça va être une supernova. Le jour où Betelgeuse se posera en supernova, la seule chose qu'on aura, c'est peut-être des neutrinos qui vont nous arriver un petit peu avant. Ça, on ne le verra pas à l'œil nu. Et un beau spectacle, mais je ne pense pas qu'on le verra de notre vivant. On a justement Isabelle. Alors Isabelle qu'on a eu le grand plaisir de recevoir il y a pas très longtemps, qui nous dit donc que Miguel Montargès, justement avec qui tu as travaillé sur Betelgeuse, lui avait donné un entretien justement sur le blog Rêve d'espace, que j'avais conseillé la dernière fois et que je vous conseille toujours d'aller voir parce que c'est un très bon blog. Oui. J'ai fait un très bon entretien avec Isabelle aussi au sujet de Starlink. Ah On bah avait eu voilà. une longue discussion sur la pollution du ciel avec Starlink. Et tu l'as expliqué à quel point vous étiez ravi de. Ah bien sûr qu'on était très contents, on aimerait qu'il y ait un peu plus de satellites dans l'espace pour qu'on puisse vraiment rien voir et faire des pubs pour Pepsi et Coca, je pense. D'accord, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Alors justement, juste pour terminer, on revient sur cette magnifique image. Alors c'est vrai que souvent on m'a demandé, bah ouais c'est bien, mais j'ai un blob à gauche et un blob à droite. Je vois pas trop la différence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ce qu'il y a à voir sur ces deux images? Et puis justement, bah, peut-être est-ce qu'on a des indices sur ce qui a été la cause de cette chute? Puis après on va passer à autre chose. Moi, je pense que je peux les expliquer parce que c'est une image que j'ai été la deuxième personne au monde à voir parce que Miguel était dans mon bureau et on travaillait sur la réduction et D'accord. quand il a vu ces trucs arriver, il me l'a montré tout de suite évidemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc Betelgeuse a perdu la luminosité en fin de 2019, c'est ça. Mhm. En fait, on avait des observations avant. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, en 2015, on avait observé Betelgeuse, on avait pu la résoudre, et du coup, on faisait un suivi temporel pour voir un petit peu comment changeait la surface de Betelgeuse. Et je me rappelle, c'était vers Noël, les médias commencent à un petit peu dire Betelgeuse baisse en luminosité, parce que c'est une étoile qu'on voit à l'œil nu, elle est brillante, c'est une étoile assez emblématique. Et avec Miguel, on discutait, on se disait qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'observe. Puis juste avant Noël, on s'est décidé, bon allez, on l'observe. Il faut savoir qu'en général, pour faire des observations, il y a à peu près 6 mois entre le moment où on a l'idée et le moment où on a les observations, parce qu'il faut faire une demande, ça passe par un panel qui va lire des milliers de demandes et accepter certaines, refuser d'autres. Mais il y a un canal qui permet d'obtenir des observations très rapidement, on demande directement au directeur des eaux. Donc on a écrit au directeur des eaux avec Miguel, on a demandé plusieurs demandes, ça a été accepté directement. 2 jours plus tard, on avait les données. Je me rappelle, c'était le réveillon, j'ai passé entre le fromage et le dessert, à réduire des données pour pouvoir montrer ça à Miguel, à quoi ça ressemblait. Et ce qu'on a vu, en fait, là, donc on avait des observations en janvier 2019, avant que l'étoile ait baissé en luminosité. Et c'est l'une des rares étoiles pour lesquelles on peut imaginer la surface, et on a eu la chance de voir que ce qui s'est passé pour Betelgeuse, donc on a eu cette obscuration pour une des rares étoiles pour lesquelles on pouvait obtenir des images. Et là, sur l'image qu'on a à droite, c'est l'image au moment où Betelgeuse était plus faible, on se rend compte que l'hémisphère sud de Betelgeuse est plus faible en brillance que l'hémisphère nord. Donc il y a quelque chose qui obscurcit la surface de Betelgeuse. Donc on s'est posé des questions pendant longtemps, il y a eu pas mal de travaux, des collègues de Taïwan qui ont fait des observations à Hawaï, c'est assez international l'astronomie, et qui eux pensaient que ce qui s'est passé, c'est que la surface de l'étoile est devenue plus froide, ce qu'on pense qui peut arriver, donc il y a des cellules de convection qui montent et qui descendent. Et il y a pas mal de gens qui pensaient aussi que ça pouvait être de la poussière. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'on a un papier de Miguel Montargès qui vient d'être accepté dans la prestigieuse revue Nature. Donc les résultats sont sous embargo, mais il y a un communiqué de presse qui va sortir très rapidement.
D'ailleurs, il n'y a pas plus tard que 10 minutes avant le début de ce live, on discutait avec Miguel du titre final du papier Nature. Mais il y a le mot poussière dans le titre de l'article. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. D'accord, donc on attend avec impatience Voilà. la sortie de l'article. Et c'est pas de la poussière sur le détecteur ni des lunettes de soleil devant la caméra. D'accord, ça marche. Donc a priori, j'avais mis une petite image avec un schéma simplifié. Voilà, on avait ce genre d'illustration qui était sorti avec donc la possibilité que l'étoile ait émis une masse de matière comme ça, chaude d'abord puis froide ensuite, et qui, dernière image vue de la Terre, aurait obscurci une partie de l'étoile. Ça, c'est d'excellent. C'est un travail en fait d'Andrea Dupré, c'est une collègue américaine qui a utilisé le télescope spatial Hubble. Et ce télescope permet de faire des spectres. Et quand on a un spectre, on peut voir, c'est comme quand vous voyez une ambulance qui se déplace, vous pouvez voir si elle se rapproche ou si elle s'éloigne de vous, parce qu'une source en mouvement, il y aura un décalage des fréquences, il faut que ça s'éloigne ou ça se rapproche. Donc la lumière qui s'éloigne de nous, ça va se décaler vers le rouge, et celle qui se rapproche se décale vers le bleu. Et là, du coup, grâce à ces spectres obtenus par le télescope spatial Hubble, Andrea a pu déterminer qu'il y a eu une éjection de matière vers nous par Betelgeuse. Mais elle fait partie Andrea, elle a travaillé avec nous sur les données aussi et le papier Nature qui vient de sortir. Donc ça, c'était une des phases. C'est ce qu'on sait jusqu'au papier qui va sortir dans les semaines à venir. Ah, tu sais ménager Je sais le vendre. suspense. Ouais, tu sais le vendre. Non, mais après, c'est quelque chose d'important aussi. Vous savez, les articles Nature, c'est l'une des 2 revues les plus prestigieuses avec Science. Et souvent, en fait, ils sortent des communiqués de presse à côté. Ils veulent pas que ce soit scoopé, comme pour bien parler français. Donc, les informations ne doivent pas sortir avant la date de l'article. Donc, c'est quelque chose qu'on finalise et les résultats vont sortir. Et comme vous pouvez voir, ça permet aussi de montrer un petit peu les échelles de temps de la recherche. C'est-à-dire que entre le moment où on a fait les observations et le moment où l'article est sorti, il y a eu plus d'1 an parce que c'est énormément de travail. C'était un travail de Miguel aussi avec son étudiante Émilie Cannon à Louvain. C'est une étudiante irlandaise qui travaille en Belgique, qui a fait des millions de modèles de ces étoiles pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. C'est énormément de travail parce que c'est important avant de sortir quelque chose, de s'assurer qu'on a peut-être raison. Enfin, moi j'aime bien dire qu'on n'a pas une explication, mais c'est souvent qu'on a essayé, on a supposé que c'était quelque chose, on n'a pas réussi à montrer qu'on avait tort, donc on a peut-être raison. D'accord. Toujours C'est comme ça que je vois la science. très prudent. Ouais, exactement. Voilà. D'accord. La science consistant pas en fait d'affirmer un truc dont on est certain sans passer peut-être plus de temps à vérifier qu'à observer. C'est ça qui est important. Souvent, les gens demandent qu'est-ce que vous croyez que c'est. Il n'y a pas de croyance en fait. On accepte les évidences. C'est un truc important que la science n'est pas un dogme. Et c'est quelque chose pour moi important aussi quand je fais de la vulgarisation. Je trouve que c'est encore plus important d'expliquer comment on sait les choses que ce qu'on sait. Souvent, des gens disent le Big Bang, c'est comme ça. Et pour moi, c'est vraiment important d'expliquer pourquoi on comprend notre univers et comment on en est arrivé là. Et je pense que c'est une démarche importante pour que les gens comprennent la méthode scientifique et ce qui est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui dans une société où beaucoup d'enjeux sont scientifiques, que ce soit le changement climatique, la pandémie, pourquoi on fait l'astronomie atome, la transition énergétique. Donc c'est vraiment important que les gens comprennent la méthode scientifique. Et pour ça, c'est important de comprendre comment on sait les choses plutôt que ce qu'on sait. C'est-à-dire que la science, c'est pas juste un avis comme un autre qu'on peut Voilà. confronter à n'importe quelle conviction personnelle, mais que ça s'appuie sur autre chose et que ça a un autre statut. L'avantage avec la science, c'est qu'on soit d'accord ou pas, ça marche. Les gens peuvent être contre la gravitation, ils peuvent essayer de sauter, aller toucher la Lune, ça va être compliqué. Alors, ça tombe parfaitement bien que tu poses des questions. Alors, j'ai eu un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat. Je vais te les poser rapidement. On va faire des questions courtes, comme ça on va pouvoir passer à la suite. Mais les questions étaient intéressantes. Donc justement, je vais rebondir sur exactement ce que tu viens de dire. Clairette qui nous disait, c'est peut-être bête comme question. En général, quand on a une question qui commence par ça, c'est qu'en général, c'est pas bête du tout. La réponse peut être bête par contre, la question sera pas bête. Et la question était donc de Clairette, est-ce qu'il y a de la gravité sur cette étoile, sur Betelgeuse? Oui, il y a de la gravité. En fait, la gravité, c'est quelque chose, c'est l'interaction entre. Je vais faire la version simple. Il y a la version non relativiste pour les spécialistes. Oui. Mais en gros, quelque chose qui a une masse a une certaine force de gravité. Donc, il se trouve que la gravité à la surface d'un objet, elle est plus ou moins liée à sa densité. Donc, si on a sur un objet très dense, la gravité va être très forte. Et la surface de Betelgeuse, la densité est plus faible, donc la gravité est plus faible. Mais il y a de la gravité.
C'est D'accord. Donc il encore y a de moins la que sur la Lune. Il y a de la comme gravité partout en fait. comme sur n'importe quelle étoile, comme Ouais. sur n'importe quel astre. D'accord. Moins que sur une étoile à neutrons, mais il y en a. D'accord. Alors on reviendra sur les zones à neutrons un autre jour parce qu'effectivement, voilà, d'autres personnes qui arrivent encore, hein. Bonjour Grand Jeff, salut Bertrand, bien sûr, salut tout le monde. Anslad qui nous disait, tu nous disais tout à l'heure que tu regardes les poussières avec des télescopes à infrarouge. Anslad disait, ben, moi j'ai souvent entendu que l'infrarouge permettait de traverser les poussières. Comment ça marche? C'est en fait la façon que j'aime expliquer ça en fait, c'est bah, déjà il y a deux trucs, c'est que la poussière, elle va absorber le rayonnement de l'étoile qui est à côté et la réémettre à plus grande longueur d'onde. Donc la poussière qui est assez chaude, elle va émettre dans l'infrarouge. Donc la poussière qui est à 1000-1500 degrés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que moi, une façon imagée d'expliquer ça, c'est imaginer on a un petit grain de poussière qui est comme ça. Je fais super bien le grain de poussière avec Tu la fais main. En très plus, il bien y a un grain de poussière. décalage. Et il faut imaginer que l'infrarouge a une plus grande longueur d'onde que le visible. Mhm. Donc moi, ce que je vois, ma façon avec les mains d'expliquer, c'est que si on utilise de l'infrarouge, on a une plus grande longueur d'onde, donc ça permet de passer au-delà des petits objets. Donc si on a une plus petite longueur d'onde, on va interagir avec l'objet qui a une taille similaire à la longueur d'onde, alors que si la longueur d'onde est plus grande, ça permet d'aller au travers. Et c'est pour ça que l'infrarouge est hyper utile. C'est notamment l'une des raisons d'être du télescope qui va bientôt être lancé, le télescope spatial James Webb, qui permettra d'aller au travers de la poussière. La poussière, il y en a partout dans l'univers. Et donc, si on veut observer très loin dans l'univers, il faut aller au-delà de cette poussière et observer dans l'infrarouge. Donc, la plupart des gens veulent éviter la poussière, bah moi je l'étudie. Je l'étudie aussi avec l'infrarouge. Et j'en profite pour repartir sur cette question parce que c'est effectivement quelque chose qui vaut peut-être mieux préciser et spécifier. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de la poussière que produisent les étoiles. Est-ce que cette poussière a quelque chose à voir avec la poussière qu'on retrouve sous notre lit quand on passe pas l'aspirateur suffisamment longtemps, ou est-ce que c'est le même mot pour des choses différentes? C'est quoi une poussière C'est d'étoile et c'est quoi la différence avec la poussière qu'on a sous le tapis? C'est une très bonne question, parce que souvent les gens me demandent si c'est pour ça que j'ai plein de poussière chez moi. Non, en fait, la poussière qu'on a chez nous, c'est de la poussière organique. Donc c'est des cheveux, de la peau, choses comme ça. Autour des étoiles, il y a deux types de poussière. Il y a de la poussière carbonée. La poussière carbonée, c'est des petits grains qui font quelques microns. Typiquement, bon, il y a du carbone amorphe, ça ressemble à de la suie, ou du carbone cristallin, qui va ressembler plus à des cristaux. Et la poussière oxygénée, c'est pareil, c'est des petits grains de sable en gros. C'est de la matière qui est faite de magnésium, de silicium, de fer et d'oxygène. Et c'est des tout petits grains de sable. Donc en gros, de la poussière d'étoile, ça ressemble soit à de la suie, soit à des tout petits grains de sable. D'accord. De la suie et des plis grinçables, donc c'est ça qu'il faut imaginer quand on parle de Ouais. ces étoiles qui éjectent leur matière à l'extérieur. Et passer l'aspirateur chez soi, c'est important. Ok. Et une dernière question d'Isabelle, dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours avec nous dans le chat, qui nous disait depuis tout à l'heure, tu nous dis régulièrement, ah, j'étais en train de réduire des données, à ce moment-là je réduisais des données. Ah oui, Qu'est-ce que ça veut dire réduire des données rapidement? c'est vrai que je suis désolé, des fois Non, non, j'utilise mais des trucs. Non, non, mais c'est important de faire attention quand on parle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyez une image astronomique, c'est souvent la combinaison de beaucoup, beaucoup d'images. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images de calibration. C'est la somme de plusieurs images qu'on va additionner. On va enlever ce qu'on appelle des darks ou des flats, pour parler aux spécialistes. On va faire des calibrations en flux, donc on va comparer à d'autres étoiles. On fait même ce qu'on appelle, là, cette image, en fait, le résultat que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une déconvolution. C'est-à-dire que si vous regardez une image d'un point par un télescope, ça va pas être un point, ça va être une certaine tâche. Et il y a des modèles, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse, c'était des techniques de déconvolution qui permettent d'enlever justement l'effet du télescope qui a tendance à agrandir ce qu'on voit. Donc si on veut voir plus de détails, il faut faire ce qu'on appelle cette déconvolution. Et c'est exactement ce sur quoi on travaillait avec Miguel au moment où cette image est sortie. Et on a du coup justement pu voir les détails. Et sans ces traitements d'image, c'était impossible de le voir. Après, j'anticipe la question de dire pourquoi c'est peut-être un artefact. Non, parce qu'en fait, on a fait beaucoup d'observations à différents moments. On a utilisé différentes calibrations et chaque fois, on retrouve la même morphologie. J'aime bien poser des questions et les répondre, en fait. Je sais pas si tu as Non, non, remarqué. mais pas de souci. Donc ce n'est pas une tâche sur le télescope ou Non,
Ni un bug dans le code. Voilà, ni un avion qui passait devant l'étoile, c'est bon à Voilà. savoir. D'accord, très bien. Ok, Général Lee qui te remercie pour ta capacité de vulgarisation. Voilà, En plus, il comme, compare avec André comme Braic, c'est un André truc. Braic, on est sur quelque chose de pas mal. Alors, ça tombe très Je bien. peux donner une anecdote sur André Braic. Je t'en prie, évidemment. J'ai rencontré André Braic pendant ma thèse. Il est venu donner une conférence à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et je suis connu pour être quelqu'un qui m'endort assez facilement. Et j'ai réussi à m'endormir pour une conférence d'André Braic. Je dois être l'une des rares personnes qui a réussi à faire ça. Parce qu'André Braic, c'était un vulgarisateur hors pair qui était toujours Ouais. très drôle à faire des. Et voilà, c'était pendant ma thèse. Je ne devais pas dormir beaucoup comme maintenant. Et je m'étais endormi pendant sa conférence. Pareil, si jamais vous cherchez des bons bouquins d'astronomie, on parlait de Hubert Reeves tout à l'heure. André Braic a fait d'excellents livres aussi sur la vulgarisation, enfin sur l'astronomie. Oui, Je peux faire ma transition là-dessus. Il se trouve je que t'en prie. après demain, avec Ciel et Espace, nous allons discuter du prix André Braic du livre scientifique de l'année. Donc c'est un prix qui est remis par Ciel et Espace. Et en tant que président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, je fais partie de ce jury. Donc là, ça fait 2-3 mois que je lis beaucoup de livres d'astrophysique. Et je pense que d'ici quelques jours, je ne sais pas si ça va être mercredi ou le week-end prochain, il y aura le livre scientifique de l'année, donc le prix André Braic qui sera décerné. Donc écoutez, ça sera affiché par Ciel et Espace. Et si vous ne connaissez pas, je vous recommande la lecture de cet excellent magazine. Juste pour info, tout le monde dans le chat est scandalisé que tu te sois endormi à une conf d'André Braic. Mais j'imagine que. Non, mais les seules conférences auxquelles je ne me C'était suis pas endormi encore, c'est les miennes. Ah Vraiment. voilà, Je suis connu dans la communauté astrophysique française pour m'endormir facilement. c'est un minimum. Allez, une dernière question de Giffereux qui demande: la poussière représente-t-elle une masse importante par rapport au gaz interstellaire? C'est une très bonne question aussi. Moi, je dis, il n'y a que des très bonnes questions. Mais en gros, c'est à peu près 1% de la masse. Dans le milieu interstellaire, 1% de la masse se trouve dans la poussière. D'accord, bah écoute, parfait. Merci beaucoup. Et bah justement, on parlait de tes capacités de vulgarisation, et c'est pas pour rien, parce que, et je te propose de passer sur une deuxième partie, tu ne fais pas de ta vie que observer les étoiles sur les plus gros télescopes du monde, mais tu fais aussi d'autres choses qui sont tout aussi passionnantes et qui sont aussi des raisons pour lesquelles je t'ai invité ce soir. Entre autres, tu es président de la SF2A, donc la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Et tu es du coup très impliqué dans justement la diffusion, dans la transmission du savoir, dans le pont entre la science et le grand public. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette seconde activité qui doit te prendre aussi une somme de temps non négligeable? Comme la plupart des activités. Mais en fait, en tant que président de la SF2A, je travaille pour la diffusion de l'astronomie et aussi pour le bien-être de la communauté des astrophysiciens. Donc c'est la SF2A, la Société française d'astronomie et d'astrophysique. C'est la société savante pour l'astronomie en France. Et donc je travaille beaucoup pour essayer d'améliorer le plus possible la qualité de la diffusion des connaissances, que ce soit en travaillant directement avec les journalistes, mais aussi au niveau de l'enseignement. Donc là, on a créé il y a quelques mois la Fédération des sociétés savantes et on interagit directement avec les ministères pour essayer d'améliorer aussi l'enseignement de la méthode scientifique. Parce qu'on se rend compte que la France est pas mal à la traîne au niveau de l'enseignement scientifique. Et là, il y avait une délégation la semaine dernière au ministère pour expliquer pourquoi c'était important de comprendre la science. Et en fait, c'est quelque chose que j'entends trop souvent, quelqu'un qui dit ça sert à rien la science et qui, quand il y a une pandémie, va nous expliquer ce qu'il faut faire alors que c'est des gens qui ne comprennent pas la méthode scientifique. Et l'idée, c'est pas de blâmer ces personnes-là, mais de faire en sorte que les futures générations comprennent bien la méthode scientifique. Parce que les enjeux qui sont devant nous sont hyper importants et on a besoin de comprendre la méthode scientifique. Et pour ça, c'est un travail donc avec les politiques, mais aussi donc avec les journalistes. On a beaucoup de journalistes qui interagissent régulièrement, qui essaient d'avoir des contacts pour avoir des réponses à des questions. Là, on a eu un truc récemment avec un astronome américain d'Harvard qui nous a fait tout un buzz sur Oumuamua. Je me rappelle, j'étais en train de prendre le petit déjeuner en écoutant France Inter et j'ai éteint la radio tellement ça m'a énervé qu'on parlait d'extraterrestres pour expliquer quelque chose alors qu'il y avait des explications naturelles et que en fait, pour moi, c'est hyper important que les scientifiques ne fassent pas des surannonces parce que ça va justement apporter. Les gens vont croire de moins en moins aux scientifiques. Et donc, si on fait des annonces qui après on fait des annonces en grande pompe et on voit que c'est faux, les gens vont finir par plus croire en la science. Et pour moi, c'est hyper important que les gens aient confiance en la science et en la méthode scientifique. Et donc, c'est là, j'ai beaucoup interagi, notamment avec Mathieu Vidard, la Terre au carré, pour
pour essayer de parler vraiment de science et de la méthode scientifique. Et pour moi, c'était très important. Et là, j'ai eu pas plus tard que cet après-midi Nelly Lesage de Numérama qui nous parlait encore d'un nouvel article qui est sorti sur Oumuamua, une nouvelle explication rationnelle. Mais encore une fois, ce que je fais, c'est de diriger les gens, les journalistes, vers les personnes qui pourraient répondre à la question, parce qu'on est une communauté comme de plusieurs centaines d'astrophysiciens. Et d'ailleurs, s'il y a des journalistes qui écoutent, il ne faut pas qu'ils hésitent à contacter moi ou les SF2A s'ils ont des questions, des articles à écrire, et on les redirigera avec plaisir vers les spécialistes du sujet, pour être sûr que l'information soit de qualité. Oui, parce qu'il y a aussi cette autre notion qui est la notion d'expert, vers lequel les journalistes peuvent se retourner. Et effectivement, l'expert, c'est pas forcément celui qui crie le plus fort. Et il y a aussi des critères pour définir ce qu'est ou ce que n'est pas un expert par rapport à une communauté. Et du coup, c'est vrai que de votre côté, on peut se retourner vers vous pour justement demander une expertise et valider un certain nombre de choses. Ouais, en fait, on peut crier fort, dire qu'on est un savant de Marseille ou un ingénieur à Grenoble, mais ça Je l'ai suffit pas pas, en dit. fait. Ouais. Je l'ai pas dit. Non, mais il y a souvent l'argument d'autorité, c'est sur la même chose qui revient, c'est quelqu'un qui est écouté, ou alors parce que c'est une personne qui a eu un prix Nobel, donc c'est un prix Nobel qui dit ça, donc c'est forcément vrai. Mais il faut faire attention parce que les gens, en fait, notre domaine d'expertise, c'est quelque chose de très, très pointu, et du coup, dès qu'on sort de ce domaine d'expertise, on peut être prix Nobel en quelque chose et être complètement à la ramasse à côté. Donc c'est important. Et tu parlais d'experts, moi je parlerai aussi d'Expert, c'est un site très intéressant qui permet justement aux journalistes de rentrer en contact avec des experts, parce que pour moi c'est important de montrer que la science, c'est pas que des hommes barbus avec des lunettes, et c'est aussi et surtout des femmes. Et peut-être qu'on peut même faire la transition là, que pour moi c'est important l'inclusion, que la science, c'est important que tout le monde puisse y participer, y avoir accès, et étudier la science, et que la recherche a besoin de tout le monde. On faisait un point justement avec Simon Meyer, le directeur du planétarium de Vaux-en-Velin, avec qui donc on prépare cette émission hebdomadaire. Ici dans Astronomer at Home, depuis le premier confinement en mars 2020, on a fait un petit point la semaine dernière et on en est à 48% de femmes et 52% d'hommes. C'est Donc pas mal. je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et c'est effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il est tout à fait question d'avoir une représentativité qui soit égale, puisque les compétences sont égales, et c'est très important de le rappeler. Entièrement. Ouais, et puis en fait, les jeunes filles, si elles ne voient que des hommes faire de la science, elles vont se dire la science est faite pour les hommes, alors que c'est important de ce qu'on appelle en anglais les role models. C'est montrer qu'il y a à la fois des femmes et des hommes, et que tous les gens puissent s'imaginer d'un jour devenir astronome ou autre chose, ou chercheur dans un autre domaine. Mais c'est important d'avoir cette représentativité. Ouais. Tout à fait. Et donc, tu parlais donc de la SF2A, donc il y a des interactions avec le domaine politique, avec le domaine scientifique, avec les journalistes. Est-ce que vous faites aussi des choses par rapport aux scolaires, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées pour justement montrer l'apprentissage des sciences? C'est un peu toutes les couches de la population que vous essayez de toucher? On fait quelques trucs. Là, on vient de lancer notamment un prix dans le cadre des journées de la SF2A. Donc, il y a un prix qui est qui est dédié aux scolaires. Et le but, c'est qu'on a demandé à toutes les classes de France si elles veulent participer plutôt, de nous envoyer une vidéo montrant quelque chose sur l'astronomie. Et en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas encore exactement quelle sera la situation pandémique. Ouais. Mais l'idée, c'est que les classes qui vont gagner vont pouvoir venir visiter l'observatoire de Nice ou l'observatoire de Meudon, faire une visite et rencontrer aussi des astronomes. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années, qui marche assez bien, et c'est assez rigolo. Là, quand on avait fait la semaine d'astrophysique à Nice, on avait une classe de maternelle qui nous avait fait un voyage du système solaire avec des petits-enfants qui parlaient, qui écrivaient les planètes. C'était vraiment génial. Pour moi, c'est hyper important de toucher. C'est quelque chose que je fais beaucoup personnellement aussi, aller dans les classes. Donc, et essayer d'encourager mes collègues à faire pareil. Je pense que c'est important que les élèves puissent voir des chercheurs, pas forcément en astrophysique, mais discuter avec des chercheurs. D'accord. Et donc toi, en tant que président, ton objectif, c'est de coordonner un peu toutes ces actions, c'est ça, qui sont faites à tous ces niveaux. En fait, il y a un travail qui se fait nationalement, c'est pas que la SF2A, il y a aussi la SAF, la Société astronomique de France. En gros, ça descend de Camille Flammarion. Il y a aussi l'AFA, L'Association française d'astronomie. l'astronomie qui gère ciel et espace, et aussi des gens qui travaillent au Muséum d'histoire naturelle. On a eu une réunion d'ailleurs
organisé il y a quelques semaines pour discuter entre nous tous de ce qu'on pourrait faire. Là, c'était plus pour les sciences participatives, mais en gros, on essaie de tous travailler ensemble, parce que l'idée, c'est pas que chacun réinvente la roue dans son coin, mais d'unir les forces. Et on s'entend très très bien avec que ce soit l'AFA, la SAF et le Muséum d'histoire naturelle. Et je pense qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à faire pour l'avenir. Ah bah, Vigiciel. Ah, mais il faudrait que j'invite quelqu'un pour nous parler un peu François de. Collat Ben oui, bien ou sûr. Asma Ou ou Asma. Sylvain Boulet. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on C'était parle. Asma qui avait organisé ce meeting. D'accord, ah bah voilà. Tu lui passeras le bonjour. Ok. Général Lee, justement, qui nous demande, justement, l'observatoire de Nice, est-ce qu'il est visitable pour les astronomes amateurs? Je rêve d'y aller. En fait, pas pour les astronomes amateurs, pour tout le monde. Mais bon, il se trouve que là, on est en période de pandémie, donc même moi, j'y suis allé 2 fois depuis le mois d'octobre, donc c'est pas ouvert au public, évidemment. Mais l'observatoire de Nice, pour ceux qui connaissent pas, c'est un observatoire qui a été construit à la fin du 19e siècle. Donc c'était à l'époque où on s'est rendu compte qu'il fallait s'éloigner des grandes villes. Bon, c'était pas à l'époque, Nice n'était pas si grand. Et donc, on a construit un observatoire. On s'est dit, c'était quelqu'un qui s'appelait Bischofsheim, qui avait beaucoup d'argent, qui a voulu faire le meilleur observatoire du monde. Donc, il a pris Garnier pour faire l'architecture et Eiffel pour faire la coupole. Donc, c'est un endroit magnifique. Si vous n'êtes jamais allé, là, je vois quelqu'un qui cherche sur Google observatoire de Nice pour montrer une photo. C'est un endroit vraiment magnifique. Et depuis juste quelques semaines avant la pandémie, on allait inaugurer le musée qui est en dessous, qui est quelque chose c'est un travail de plusieurs années. Et j'ai eu la chance de le visiter avant l'ouverture, mais avant la fermeture à cause de la pandémie. Et quand ça va rouvrir, je dis à tout le monde, allez-y, parce que c'est vraiment génial. C'est un musée, donc c'est au sous-sol de cette coupole qui se trouve donc au-dessus de Nice, à 400 mètres d'altitude. Et dans le sous-sol, on a fait un musée avec des espaces d'immersion pour comprendre l'astronomie et l'histoire de l'astronomie. Et vraiment, c'est un mini palais de la découverte à Nice. Et si vous allez à Nice, pour moi, c'est le plus bel endroit de Nice, de loin. Et avec ce musée qui va ouvrir, vraiment, je recommande à tout le monde d'y aller. Inscrivez-vous sur le site de l'Observatoire. Je ne gagne pas d'argent avec ça. Mais il se trouve que je suis vice-président du conseil scientifique de l'Observatoire, donc c'est quelque chose Ah, bah dis donc. qui me plaît aussi. Mais, et je travaille aussi beaucoup avec les gens qui font les visites. D'ailleurs, la chanteuse de mon groupe de musique, c'est elle qui gère les visites à l'Observatoire. Je connais assez bien les visites, et je dis pas ça parce que j'aime ces personnes, c'est vraiment que leur travail est exceptionnel et que cet endroit vaut vraiment le coup. D'accord. Donc encore une fois, il faut attendre que la situation pandémique s'améliore, mais ça va être génial. Ok. Justement, tu parlais de ta Et guitare. un autre point, Ouais. les astronomes amateurs, donc tous les 2 ans, on fait ce qu'on appelle les nuits coupoles ouvertes. C'est pas à Nice, mais l'observatoire de Calerne, qui est aussi sur le site de l'observatoire de la Côte d'Azur. Et tous les 2 ans, on reçoit à peu près 8000 personnes, notamment des astronomes amateurs, et on fait des observations avec le télescope professionnel. On tire au laser sur la Lune. Il y a des dizaines et des dizaines de conférences. C'est vraiment quelque chose de génial. Il y a même des concerts des fois et tout. Enfin, Est-ce que c'est tu peux vraiment, rappeler le nom? ça s'appelle les nuits coupoles ouvertes. Les nuits Cette coupoles année, ouvertes. ça va être fait à moitié en ligne. On est encore en train de discuter. Il y aura peut-être une partie en présentiel, notamment les conférences. Enfin, les conférenciers seront sûrement en présentiel. Mais c'est quelque chose vraiment, je recommande à tout le monde. Pour moi, c'est l'un des plus grands événements astronomiques en Europe. Et je dis pas ça parce que c'est organisé par notre institut et que je participe à l'organisation. Pas du Mais tout. c'est vraiment génial. Isabelle demandait effectivement s'il y avait des séances d'observation le soir ou la nuit, justement. Voilà. C'est très compliqué en fait de faire venir du public de nuit pour des raisons de sécurité. Donc il n'y a pas d'observation actuellement pour le grand public. Il y a des travaux qui sont faits pour essayer de faire des observations en ligne, mais pour l'instant c'est pas possible. Après il y a souvent des astronomes amateurs qui se réunissent sur le plateau de Calerne, justement sur le site d'astronomie professionnelle, et qui observent là. Et si vous êtes sur la région niçoise, n'hésitez pas à y aller, à rejoindre, parce que c'est la meilleure façon de découvrir l'astronomie amateur, c'est de discuter, de rencontrer d'autres astronomes amateurs et d'apprendre avec eux. D'accord, ok. Eh ben, on n'est pas trop mal dans les temps. Il est 7h25 et il nous reste plus qu'un seul sujet à raconter, dis donc. En tout cas, une grosse chose dont on voulait parler. Alors, on passera peut-être sur la partie musique dès le départ. Je veux dire, il s'était pas passé 5 minutes. On avait déjà Gif Heureux qui te demandait si tu pouvais nous faire un riff de guitare. Euh, parce que à côté de ça, tu es dans un groupe de musique, parce que du coup, tu t'es dit que tu avais encore du temps et que tu pouvais Bah le faire, voilà, c'est ça? C'est ça? mais là je peux pas faire de risque, il y a mon fils qui s'endort, qui a 8 mois, et je préfère pas faire trop de bruit. D'accord. Et donc une dernière chose, dans le cadre de ton travail professionnel, évidemment on l'a dit, les gens le savent maintenant, on a souvent l'occasion de voyager.
de voyager à différents endroits. Tu l'as dit déjà toi, simplement dans ton parcours, tu es parti en Angleterre, t'es en France, tu es allé à l'étranger, puis les colloques se passent un peu partout dans le monde. Mais justement, dans tout ce travail que tu fais à côté pour pouvoir diffuser les sciences et l'astronomie en particulier, il y a une chose sur laquelle je t'ai vu beaucoup, beaucoup communiquer en ce moment et qui me paraît important, c'est justement ce que toi tu fais en Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, déjà, c'est pas moi, c'est un groupe. Pour moi, c'est important. Ce Enfin, que c'est vous aussi quelque chose. faites, pardon. Ah ouais. Non, 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 mais c'est aussi quelque chose d'important de dire que la recherche, c'est un travail collectif. Et là, en fait, ça fait un peu plus de 2 ans que moi, je m'implique là-dedans, donc sur le développement de l'astrophysique en Afrique. C'est un travail que je fais beaucoup avec un collègue de Nice qui s'appelle Mamadou Ndiaye, qui est le plus niçois des astronomes de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Mhm. Et on travaille avec pas mal de gens sur le continent africain. Et donc, avec Mamadou, ça faisait quelques temps qu'on avait envie de faire quelque chose pour l'Afrique. On se dit, nous, on est né en France, on a eu la chance de pouvoir étudier l'astrophysique. Il y a plein de gens qui sont nés dans des pays, ils ont pas cette chance-là. Et Mamadou, ses parents sont sénégalais, donc il avait des contacts très forts avec le Sénégal. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a commencé, on a offert à l'Observatoire de la Côte d'Azur, on a offert des bourses aux étudiants des pays en voie de développement pour leur permettre de venir. Ça a permis notamment de faire venir un étudiant burkinabé. C'est comme ça que tout a commencé. Il y a un burkinabé qui est venu passer 2 mois ici, qui s'appelle Emar Bado. Et entre-temps, on a pris des contacts avec un petit peu tous les acteurs de la recherche en Afrique. C'était pendant le premier confinement. Ça a commencé un petit peu avant. En gros, on a contacté des gens dans plus de 18 pays pour voir un petit peu quel est l'état des lieux de la recherche et de l'enseignement dans ces pays-là, et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux. Parce que notre philosophie, c'était pas d'arriver comme les colons et d'expliquer la vie, mais de discuter avec les gens, de dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez. Nous, on a ceci, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et du coup, ça a permis de rencontrer plein de personnes exceptionnelles, notamment David Baratou, qui est un collègue qui a passé 4 ans au Sénégal, qui est maintenant travaille en Côte d'Ivoire, qui est un planétologue qui est chercheur à Toulouse. Et on a rencontré plein de gens comme ça. Pendant le premier confinement, on a réussi à monter un consortium de 300 personnes sur 6 pays en Afrique et 4 pays en Europe, qui avait pour but de faire des échanges de chercheurs, mais des échanges bilatéraux pour que des chercheurs européens aillent en Afrique et des chercheurs africains viennent en Europe pour se former aussi. Et là, ça fait plaisir de voir cette image. On a mis Aristide qui est au Bénin, qui depuis 2006 a ce télescope qui vient de Paris. En fait, c'est un télescope il y a des collègues parisiens qui étaient allés en 2006 au Bénin pour une équipe de soleil qui ont laissé ce télescope. Et depuis, Aristide se balade dans les rues au Bénin sur ce qu'on appelle les ébidjans, c'est les petites motos pour se déplacer. Il est avec son télescope et il va dans les écoles montrer un petit peu le ciel au Bénin. Et en fait, on a rencontré plein de gens comme ça, des gens au Sénégal, des gens au Burkina Faso, des gens au Togo. Il y a notre collègue Christian Baba qui a sa lunette et qui va dans les villages montrer un petit peu ce que c'est l'astronomie. Et avec Sylvain Boulet, qui est lui à l'ASAF et qui est planétologue à Paris, on a eu c'était l'idée de Sylvain, de lancer un magazine qui s'appelle l'Astronomie Magazine. Et là, vous êtes sur un ordinateur, donc je vous demande de retrouver. C'est simple, c'est l'astronomieafrique.com. C'est le premier. Là. Ça, c'est l'astronomie, c'est pas Non, le même. non, je me suis trompé d'image. C'est celui-là. Et voilà, c'est celui-là. Donc l'Astronomie Afrique, c'est le premier magazine dédié à l'astronomie en Afrique. C'est gratuit, c'est en ligne. En fait, c'est le fruit du travail d'une grosse quinzaine de personnes. Donc il y a moi, il y a Mamadou, il y a Sylvain Boulet, il y a David Baratou et puis des collègues au Burkina Faso. Le site, il est au Sénégal avec Maram Kéré. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous devrez le connaître. C'est une personne exceptionnelle qui fait beaucoup pour l'astronomie en Afrique. Et l'idée, c'est que là, on s'est dit, on va faire un magazine qui présente des associations. Donc tous les mois, on présente. Là, on avait une association. Le mois prochain, on aura une association au Bénin, celle d'Aristide que vous avez vu avant. On a présenté la première association à Madagascar. On a aussi des portraits de chercheurs en Afrique. Donc, on a présenté Marie Corsaga, mon amie burkinabé, qui est la première femme docteur en astrophysique d'Afrique de l'Ouest. On présente aussi des observatoires. On a eu un article sur l'histoire de l'observatoire en Afrique du Sud. On a des articles sur l'histoire de l'astronomie. C'est-à-dire qu'on a notre collègue belge Catherine Collenberg qui a passé plusieurs mois au nord du Sénégal à discuter avec les Peuls. Donc, c'est un peuple nomade qui vit en partie au nord du Sénégal pour qu'elle discute des histoires, comment eux ils voient le ciel et comment nous on voit le ciel. C'était des échanges artistiques vraiment excellents. Parce que Catherine, en plus d'être astrophysicienne, elle est aussi artiste. Donc on a un article qui est exceptionnel qu'elle a écrit là-dessus. On a des éphémérides aussi donc pour tous les mois sur 30 pays différents en Afrique qui permettent
de voir le ciel. On a un partenariat avec RFI, donc tous les mois, on a une émission qui présente le ciel d'Afrique. D'ailleurs, le prochain numéro, c'est le 14 avril. Il y aura moi-même, Sylvain Boulet et Mamadou Ndiaye en direct sur Autour de la question, le 14 avril. Et on va annoncer le lauréat de la Lune astronomique, parce que tous les trimestres, en partenariat avec un collègue belge, Jean-Pierre Groutert, qui construit des télescopes pour les pays en voie de développement, on fait gagner une lunette qu'on envoie en Afrique et qui permet aux gens de faire de la vulgarisation. Donc là, il y en a une qui est au Togo, il y en a une qui est partie au Congo-Brazzaville, il y en a une aussi au Gabon. Et le prochain trimestre, on va voir. Donc la réponse, ça sera le 30 mars. La deadline pour candidater, c'est le 30 mars. On annoncera ça le 14 avril. Et c'est hyper touchant. Je pense que tu avais vu ça, Pierre. C'est il y a quelques semaines. Donc, Oui. Miguel Capitao, le lauréat en République du Congo, nous a envoyé une vidéo. Il montrait la Lune pour la première fois à des gens dans la rue à Brazzaville. Et la légende au Congo-Brazzaville, c'est que la Lune, c'est une femme avec un truc sur la tête. Et il demandait aux gens, est-ce que vous voyez une femme avec un truc sur la tête? Non, et les gens étaient là, vraiment hyper émus en disant que ce qu'on voit, c'est des cratères, on voit des surfaces, on voit que la Lune n'est pas lisse. Et pour moi, c'était hyper émouvant de me dire que tout ce travail qu'on fait, en fait, ça permet à des gens de découvrir le ciel. Et, enfin, je pense que les gens qui sont en train d'écouter ici ont déjà regardé dans un télescope, sinon vous ne serez peut-être pas une émission d'astronomie, mais avoir ce moment-là de partage, c'était excellent. Et il y a eu un autre moment qui a été génial dans cette aventure avec l'Afrique, c'est quand, au plein milieu de la pandémie, notre collègue David Baratou nous a dit qu'on a un contact de la NASA qui nous demande si on veut faire une mission au Sénégal, parce que la NASA va lancer une mission spatiale pour surveiller des astéroïdes. Et ce petit bout de caillou qui se trouve à des millions de kilomètres de nous va passer devant une étoile pendant une seconde ou deux. Et c'est hyper important de réussir à mesurer combien de temps ce caillou va mettre à passer devant l'étoile, parce qu'on pourra déterminer la forme et la taille du caillou. Et ça se passe au Sénégal, au mois de septembre. Et nous, les gens de la NASA, on a des télescopes, on peut vous envoyer une tonne 5 de matériel, mais on ne peut pas vous fournir des astronomes parce que c'est la pandémie. Donc au départ, on s'est dit c'est un petit peu fou, mais il se trouve que les Sénégalais, en 2018, avaient fait des observations de Harokot, c'était le New Horizons, c'était une mission qui allait surveiller Pluton, et ensuite, à l'époque, ça s'appelait Ultima Thule, ça a changé de nom depuis. C'est l'objet le plus lointain jamais observé dans le système solaire. Et les Sénégalais avaient aidé les Américains, les Européens dans les observations, ils avaient participé assez activement. Et justement, Maram Kéré, qui gérait tout ça, avait vraiment impressionné les gens de la NASA, et du coup, ils ont eu confiance aux Sénégalais, ils ont dit on vous envoie un sac de matériel. Avec David Baratou, qui travaille à l'Institut de recherche pour le développement, lui, il a réussi à trouver des pick-up. Donc, on avait une dizaine de véhicules pour traverser le Sénégal avec cette tonne 5 de matériel. Et Maram, il a trouvé au pied levé, dans un pays où il n'y a pas d'astronomie, il a trouvé 30 personnes pour aller passer une semaine à se former pour faire de l'astronomie. Et on avait une seconde pour faire cette observation et une semaine pour se préparer. Donc, on avait des gens qui venaient du milieu de la vulgarisation au Sénégal, quelqu'un qui est très connu sur Facebook au Sénégal, qui fait de la météo. Il y a une autre personne qui présente un petit peu l'astronomie au Sénégal. On avait des professeurs de physique, des géologues, des astronomes amateurs. La plupart des gens n'avaient jamais touché un télescope, et on a passé une semaine avec Sylvain Boulet, François Collat, Mamadou Ndiaye, Catherine Kohlenberg et David Baratou, dans un hôtel à Fatick au Sénégal, dans une petite ville, à préparer ces observations. Donc la journée, on mettait les télescopes, on montrait comment on monte un télescope. Il y a des photos, je pense que je t'avais envoyé des photos de ça quand on est sur le parking, Oui. à installer les télescopes. Alors, est-ce que j'ai... oui, c'est Training Sénégal. C'est ça. Bouge pas. Et du coup, Celle-là. on a passé des journées, des nuits. Je pense que j'ai passé une semaine à dormir encore moins que d'habitude, à dormir 4 heures par nuit. Parce que la journée, on est parti avec Mamadou pour chercher les endroits où on allait poser les télescopes. On en avait plus d'une dizaine à placer, donc il fallait trouver les endroits parfaits pour les installer. Donc on s'est retrouvés dans les villages à discuter avec des chefs de village, avec des enfants qui venaient, qui avaient rarement vu un homme blanc, qui venait me voir, et que c'était assez rigolo. Nous, on avait notre chauffeur qui parlait en Wolof, du coup, qui expliquait un petit peu qu'on allait faire des observations et que c'était important. En fait, on avait eu... pour pouvoir faire cette mission au Sénégal pendant la pandémie, on a dû avoir des autorisations de gens assez haut placés. Il se trouve qu'on s'était monté jusqu'au président de la République au Sénégal. Donc on a eu le ministre conseiller du président qui est venu nous rendre visite avant les observations, parce que c'était quelque chose d'hyper important pour le pays, parce que vous imaginez, faire des observations pour la NASA. Donc on avait vraiment on a passé une semaine comme ça. Le dernier soir, on avait même notre chant avant de partir avec
David Baratou qui a annoncé ce soir-là que Maram Kéré, donc l'astronome qui avait organisé ça, avait eu un astéroïde nommé en son nom pour rendre hommage à tout ce qu'il faisait pour l'Afrique. Donc on avait vraiment l'émotion de tous les Sénégalais. On sentait vraiment que, enfin, limite les gens qui pleuraient de bonheur en fait. Et on avait décidé aussi un petit peu avant que finalement toutes les observations allaient être faites par des Sénégalais. Pour nous, c'était important que ce soit pas les Européens qui les fassent, mais les Sénégalais. Ils avaient montré qu'en une semaine, ils avaient appris à utiliser les télescopes. Donc on a eu confiance en eux. Et on est parti, moi je me rappelle quand on est parti, c'était la fin de la saison des pluies, donc il y avait un risque 50% quasiment de chance de pluie. Quand on part, on a passé une semaine à installer tout ça. Et quand on est parti, je me rappelle, on a traversé la ville de Kaolack, il y avait à peu près 20 cm d'eau sur la rue. C'était vraiment impressionnant, il y avait de l'eau partout. Et on s'était installé dans un triangle qui faisait à peu près 50 km par 50 km par 50 km. Moi, j'avais 3 groupes avec moi répartis sur plusieurs kilomètres. Et quelques minutes avant l'observation, on a eu un orage. Je me rappelle, il y a le vent qui est arrivé, on a dû tout fermer. Donc on était assez déçus sur le coup. Et on est arrivé au camp de base à Fatik, où on s'est rendu compte qu'on avait réussi, il y avait un groupe qui avait réussi, donc c'était vraiment un travail d'équipe à mesurer cette occultation. Et là, ça a été vraiment l'explosion de joie. Je ne sais pas si tu vois, il y a la photo qu'on avait fait le lendemain avec tout le groupe, avec tous nos amis sénégalais. Oui, tout à fait. C'était vraiment on voyait l'émotion de tout le monde d'avoir réussi. C'était un gros challenge entre la pandémie, des gens qui n'avaient jamais fait d'astronomie. Et là, vous voyez tous nos collègues sénégalais, les quelques Européens qui étaient là. Et ça va permettre de préparer la mission spatiale de la NASA qui s'appelle Lucie, qui va décoller à la fin de l'année. Et sinon, en Afrique, en fait, on a énormément de projets. Là, par exemple, demain, je soumets une demande pour avoir des assez gros financements pour le spatial en Éthiopie, parce que l'Éthiopie est en train de développer une agence spatiale. Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a notamment, vous avez peut-être entendu parler de Mirjana Povic. C'est une jeune Serbe qui travaille maintenant en Éthiopie et qui a eu pas mal de prix. C'est des prix d'inspiration. C'est une femme qui travaille beaucoup pour les femmes et les femmes africaines en général. Il y a 2-3 semaines, elle a eu un prix de l'Union européenne d'astronomie. C'est le prix Jocelyn Bell de l'inspiration. Elle a eu un prix de Nature aussi pour l'inspiration qu'elle donne aux femmes. Et elle travaille beaucoup pour l'astronomie en Éthiopie. Et là, on est en train de monter un projet pour développer l'enseignement supérieur en Éthiopie. C'est quelque chose qu'on va soumettre demain. On a un autre gros projet qui a été monté aussi il y a quelques semaines entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso pour développer tout ce qui est l'étude des cratères d'impact, donc de la géologie et d'astrophysique. Et moi, on fait beaucoup de choses avec le Sénégal, mais un petit coup de cœur aussi, enfin un gros coup de cœur pour le Burkina, comme le pays des hommes intègres, c'est ça que veut dire le Burkina Faso. Et je travaille mes travaux en Afrique ont commencé avec le Burkina Faso, et depuis maintenant un mois, il y a un étudiant en thèse qui a commencé à travailler avec moi sur la mort des étoiles, pas Betelgeuse, mais d'autres avec Sphère. Donc on a le premier Africain de l'Ouest qui va utiliser l'instrument Sphère pour étudier la mort des étoiles. Et là, on a 3 thèses qui ont commencé entre Ouagadougou et Nice, et je trouve ça super, super beau et passionnant de voir justement la passion qu'ont ces jeunes étudiants en thèse de pouvoir faire de l'astrophysique. Et je parle beaucoup tout seul, je sais que tu poses pas de questions. Écoute, on t'écoute, c'est fascinant, c'est très très intéressant ce que tu nous racontes. Il y a juste une petite parenthèse, le chat qui te dit, bah ça y est, on comprend maintenant pourquoi est-ce que tu dors pendant les conférences, vu tout le travail que tu as à côté, là du coup c'est plus compréhensible. Ouais, encore je l'ai pas tout dit là, mais en gros, ce qui est important aussi, c'est que souvent les gens demandent pourquoi, là on était en Côte d'Ivoire, grâce aux visioconférences, on peut beaucoup voyager. La semaine dernière, en 2 jours, on est allé en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Burkina et au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, on a donc un collègue qui allait s'installer pour 4 ans pour développer l'astronomie et la planétologie. Et du coup, il nous a dit, Eric et Mamadou, venez faire une petite conférence, présenter vos projets. Et on pensait qu'on allait parler devant 5 personnes. En fait, on était devant 80 personnes et ça devait durer 1 heure, ça durait 3 heures. Et une des questions qui a été posée, c'est quel est l'intérêt de faire de l'astrophysique? C'est une question que j'ai trouvée hyper intéressante. Et en fait, c'est une question que se posent beaucoup de gens. Et donc l'astrophysique, déjà, ça a un intérêt pour comprendre l'univers, comprendre les questions que tout le monde se pose. Comment s'est formé l'univers? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose, évidemment. Et pour ça, on va développer des technologies qui vont pouvoir être utiles pour le développement. Enfin, dans la vie de tous les jours, par exemple, le Wi-Fi, vous ne savez peut-être pas, il a été développé grâce à l'astronomie. Les caméras que vous avez dans vos téléphones portables, ça a été aussi développé grâce à l'astronomie.
Mais encore plus que ça, en Afrique, ce qu'on veut faire, c'est pas de la formation par l'astronomie, mais pour l'astronomie, mais par l'astronomie. C'est-à-dire que quand on étudie l'astrophysique, on va obtenir des compétences en programmation, en optique, en physique, en mathématiques, et ça, en gestion de projet, et tout ça, c'est des choses qui vont être utiles pour le développement du pays. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle l'Union astronomique internationale, donc la SF2A, dont je suis président, c'est le représentant français de l'Union astronomique internationale. C'est au niveau de l'ONU, en fait, l'UAI. C'est une association au niveau de l'ONU. Ils ont un bureau au Cape Town, en Afrique du Sud, qui s'appelle OAD, Office of Astronomy for Development. C'est le bureau de l'astronomie pour le développement. Donc, on se rend vraiment compte que l'astronomie, c'est quelque chose qui permet d'amener des gens vers les sciences. En fait, c'est une science qui est facile. Tout le monde a déjà fait de l'astronomie, tout le monde a déjà vu des étoiles, tout le monde s'est posé des questions. Donc, dès qu'on parle d'astronomie aux gens, C'est très universel. facilement, voilà, ça passionne les gens et ça permet d'attirer les gens vers les sciences. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on fait des choses en Afrique, on fait aussi des actions de vulgarisation. Là, par exemple, un autre exemple de choses qu'on fait, là, c'était la semaine dernière qu'on a travaillé là-dessus. On est en train de faire une école à Dakar, une école de programmation. Donc, on veut que les gens apprennent la programmation en Python. Il n'y a pas d'études d'astronomie au Sénégal. On voulait le faire, c'était au mois d'avril 2020, pour imaginer qu'on n'a pas pu le faire. On a lancé l'appel, on a eu plus d'une centaine de réponses dans la journée, parce que les gens, ils voulaient apprendre l'astronomie et apprendre à programmer grâce à l'astronomie. Et là, on est en train de monter un projet grâce à quelque chose de génial qu'on a encore une fois à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Je prends mes différentes casquettes et je fais de la pub. On a 2 télescopes d'1 mètre qui s'appellent C2PU. C'est le Centre pédagogique pour l'univers. Donc, c'est 2 télescopes d'1 mètre qui sont dédiés en grande partie à la diffusion des connaissances et à l'éducation. Et ces 2 télescopes d'1 mètre, les personnes qui travaillent là-dessus, donc c'est Liu Abe, Jean-Pierre Rivet, David Vernet et c'est qui le dernier, et Philippe Benjoya. Ils aiment beaucoup les projets qu'on fait en Afrique, et en discutant avec eux, je leur ai dit que ça serait super de pouvoir offrir ces télescopes à l'éducation en Afrique, et ces télescopes sont utilisables à distance. Donc là, on va faire une école à Dakar à distance, et les gens ils vont observer avec ce télescope qui se trouve à Nice. Là, j'ai été invité pour faire pareil une école en Tanzanie au mois de mai. On va faire pareil des observations sûrement en Côte d'Ivoire, et c'est vraiment ça permet, grâce à Internet, à ces gens qui sont en Afrique avec des endroits où ils n'ont pas de télescope, à apprendre à faire de l'astronomie, à apprendre à faire de la programmation, à apprendre à faire de la science, grâce à ces 2 télescopes, et je trouve ça vraiment génial. En fait. Et Et finalement, apprendre des sciences, apprendre l'esprit scientifique de manière générale voilà, et l'ouverture sur le monde, en fait, tout simplement. exactement. Non, et en plus, c'est quelque chose aussi que je dis jamais assez, c'est que là, avec Mamadou, donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est quasiment confinés, qu'on passe notre temps sur Zoom à faire des conférences, enfin des visioconf, et tous les jours quasiment on va en Afrique, et c'est des rencontres humaines. Chaque fois on sort d'une réunion, on se rend compte qu'on travaille avec des gens qui sont hyper enthousiastes, qui ont vraiment envie de faire avancer les choses pour leur pays. C'est des gens qui se battent, comme tu parlais tout à l'heure d'Aristide, qui se baladent en moto-taxi avec son télescope pour aller montrer les étoiles aux enfants dans les écoles. C'est des gens qui... Maram Kéré, il racontait que quand il était petit, il traversait la ville de Dakar parce qu'il y avait un endroit dans la ville où il vendait ciel et espace. Il allait acheter ciel et espace. Il marchait 10 ou 15 kilomètres pour aller l'acheter. Et c'est des gens qui sont vraiment passionnés et on se rend compte que nous, on a beaucoup de chance ici. Et que de l'autre côté, on essaie de redonner un petit peu, et on rencontre des gens qui font tout pour leur peuple, et c'est vraiment génial. C'est des rencontres humaines, des aventures humaines géniales. Eh ben, je pense qu'on pouvait difficilement terminer sur quelque chose de plus ouvert, de plus encourageant et de plus positif que ce que tu viens de nous raconter. Et pour tout ça, je voudrais vraiment beaucoup te remercier, Eric. J'avais hâte de discuter avec toi, j'avais hâte que tu partages tout ça avec nous. Et voilà, c'est vraiment passionnant. Je me demande très sincèrement comment tu fais pour arriver à faire ça plus tout ce que tu nous as pas encore raconté. C'est vraiment du travail de super-héros pour moi. Je suis très très admiratif. Non, en fait, je pense que quand on est passionné, tout est beaucoup plus facile. Et c'est un conseil que je donne souvent aux étudiants, c'est trouver un truc qui vous passionne et tout semblera beaucoup plus facile. C'est, Eh bien écoute, cette passion, on va essayer de la garder, de continuer, et puis surtout par tous les moyens possibles, que ce soit par l'écrit, que ce soit par la vidéo en ce moment ou par d'autres moyens, essayer de perpétuer et de partager cette passion de la découverte du ciel, de l'univers, du monde qui nous entoure et par extension de nous-mêmes. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est vraiment tous dans cette dynamique et qu'on en profite tous un petit peu. Et c'est vraiment chouette.
Écoute, je te propose qu'on termine Bah, sur tout ça. Merci énormément à toi bah, d'avoir merci à été là toi. aujourd'hui. Je rappelle aussi que Eric, vous pouvez le contacter, le suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner tout de suite le compte Twitter d'Eric. Donc s'il y a un compte que vous devez suivre, c'est le sien. Voilà, Eric Lagadec. N'hésitez surtout pas. Pareil, Eric continue à partager un petit peu toutes ses interventions, toutes ses aventures, ses voyages. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Juste un point, je Oui, gère aussi les dis-moi. réseaux sociaux de l'Astronomie Afrique, donc n'hésitez pas à nous suivre, Je parce que les ai je mis pense que aussi. c'est plus intéressant de suivre l'Astronomie Afrique que moi. Et Je l'ai mis aussi. le magazine d'Astronomie Afrique, ça peut parler vraiment à tout le monde. Enfin, même les gens en Europe, on a tous des choses à apprendre avec ce magazine, on le fait gratuitement, donc profitez-en. N'hésitez pas à regarder dans le chat, j'ai mis le lien vers le site du magazine et j'ai mis le lien vers leur compte Twitter aussi. Donc voilà, Parfait. tout a été mis et tout a été rajouté. Évidemment, merci à vous, je le dis à chaque fois, mais c'est sincère. Merci à vous qui nous suivez, qui venez poser vos questions, qui venez nous donner vos points de vue et puis qui êtes toujours là avec bienveillance. Et ça fait vraiment plaisir de discuter chaque semaine avec vous. Voilà. Merci beaucoup à tous. Eric, je te laisse le mot de la fin et puis on va s'arrêter là. Merci tout le monde. En fait, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé tout seul, mais ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, d'échanger avec toi, Pierre, et j'espère que ça vous a plu. Et puis, continuez à observer le ciel et à vous poser des questions et à suivre la méthode scientifique et essayer de la comprendre le mieux possible. Et Bonne restez soirée tout le curieux. monde. Voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.